tous, c'est Emmanuel pour le French Libertarien, pour le 5e épisode de votre podcast hebdomadaire Free Lunch. Je suis avec Edouard. Edouard, bonjour. Salut Manu. Et aujourd'hui, on va continuer sur... on avait la semaine dernière parlé des émeutes à Ferguson. On avait terminé en disant que c'était pas la première fois qu'on allait en parler et que ça n'allait certainement pas être la dernière. Et effectivement, aujourd'hui, cette semaine, on a eu donc des nouvelles sur une affaire similaire, celle d'Eric Garner. Donc, Edouard, tu voulais en parler un peu. Donc, ouais. Si tu veux nous résumer vite fait ce qui s'est passé. Alors, Eric Garner, c'est un Afro-Américain qui l'été dernier, le 17 juillet, il s'est fait arrêter par la police pour avoir vendu des cigarettes sur le marché noir. Faut savoir que à New York, il y a une des taxes les plus élevées sur les cigarettes qui soit aux États-Unis. C'est-à-dire pour chaque paquet, il y a à peu près $5 de taxes sur chaque paquet. Conséquence de ça, évidemment logique, il y a un marché noir et Eric Garner vendait donc des cigarettes pour gagner sa vie comme il pouvait. Il a 43 ans, c'est un Afro-Américain, il se fait arrêter. Il s'oppose à l'arrestation, verbalement, il dit laissez-moi, foutez-moi la paix en gros. Et là, les 4 ou 5 officiers lui sautent dessus, le plaquent à terre, et notamment un des officiers, l'officier Daniel Pantello de la police de New York, l'attrape par le cou, la grippe par le cou, le serre comme ça et l'asphyxie. Eric Garner, quand il est à terre, répète à 7 reprises qu'il ne peut pas respirer. I can't breathe, I can't breathe. Il le répète à 7 reprises et à chaque fois de manière plus douce à mesure qu'il ne peut plus respirer. Et malgré le fait qu'il criait à l'aide qu'il ne pouvait pas respirer, le mec continue à la gripper par le cou et conséquence de ça, il est mort. Ça, c'est ce qui s'est passé l'été dernier, c'est 17 juillet. Et on a appris la semaine dernière une nouvelle fois que le policier en question, l'officier qui l'a attrapé par le cou, ne sera pas inculpé. Le grand jury a décidé de ça, malgré le fait que le médecin légiste lui-même a dit que la personne était morte par homicide. C'est-à-dire que Eric Garner était asthmatique, il a des problèmes de respiration, mais c'est pas à cause de ça qu'il est mort. Il est vraiment mort à cause de la pression qu'a faite l'officier sur son cou. Sachant même que ce qu'il a fait comme ça, l'asphyxion par le cou, c'est une pratique qui est illégale à New York. C'est-à-dire que au-delà du fait qu'il l'a tué, le fait même de prendre par le cou par derrière comme il l'a fait, c'est illégal. Heureusement, il y a une vidéo qui a été prise. Il y a une des personnes qui assistait à la scène qui l'a prise en vidéo, donc c'est très clair. Si vous n'avez pas vu la vidéo, regardez-la. C'est assez horrible, c'est assez horrifiant. Donc si vous êtes un peu sensible, ne la regardez pas. Mais sinon, c'est très intéressant et on peut voir à quel point voilà, les mecs s'attaquent à lui. Le pauvre mec, il se débat, il explique qu'il peut plus respirer et voilà, il est mort. Et conséquence de ça, encore une fois, le policier est pas inculpé. Il ressort. Donc voilà, c'est ça, c'est-à-dire que tout comme dans l'affaire Mike Brown, le policier n'ira pas devant un tribunal. Il n'y aura pas de procès. Donc voilà, il n'y aura pas de procès. C'est plus total, ouais. Et il y a quand même quelqu'un qui a été inculpé dans cette affaire. Je sais pas si t'as vu. C'est le mec qui a pris la vidéo. Voilà, donc le gars qui a filmé la scène, lui par contre sera inculpé. Ouais. Alors, tu sais pourquoi c'est quoi la raison officielle qu'ils ont donnée ? Ce sera très drôle de justifier. Bah vas-y, explique. Non, justement. Tu l'as pas, d'accord, c'est ça. Non, je l'ai pas non plus. C'est-à-dire que je sais pas comment. Ce qui va être assez, comment dire, difficile d'accuser le gars de qui que ce soit sans à un moment donné, je sais pas, montrer la vidéo, parler de ce qui s'est passé sur la vidéo. Enfin, moi je trouve ça assez surréaliste. Et cette affaire est vraiment surréaliste. Ah oui, totalement. Et du coup, c'est survenu deux semaines, je crois, après les événements de Ferguson. Mais donc, c'est déjà très chaud. C'est-à-dire le contexte sur les 3 dernières semaines. Voilà. On a ça, on a évoqué Mike Brown, on a évoqué le gosse de 12 ans qui s'est fait abattre parce qu'il avait un pistolet en plastique. Et on a eu aussi une autre affaire. Bah, c'est ce que tu m'as raconté là, le gosse qui s'est pris une grenade là. Voilà, c'est qu'on a eu aussi alors cette fois-ci pas un noir mais un hispanique, une famille hispanique qui a reçu une visite surprise du SWAT. Donc le GIGN américain pour ceux qui connaissent pas, dans une affaire d'enquête sur soi-disant ils auraient de la drogue et en fait le SWAT s'est trompé de maison. Ils ont déboulé et ils ont balancé des grenades lacrymo un peu à tout va et à un moment donné il y a une grenade qui a explosé au pied d'un gosse, mais vraiment un gosse, je sais plus si c'est 1, 2 ou 3 ans, enfin vraiment un gosse qui s'est retrouvé avec des brûlures au 3e degré. Non, c'est vraiment terrifiant. Voilà, donc, et là ça seulement en l'espace de quelques semaines.
Ouais, officiellement, dans ces affaires-là, ils font ce qu'ils appellent du no-knock, c'est-à-dire qu'ils préviennent pas avant d'entrer les SWAT. Officiellement, c'est parce que les gens, soi-disant, s'ils ont de la drogue chez eux, ils pourraient s'en débarrasser avant qu'ils débarquent. Du coup, résultat, les mecs débarquent comme des gros voyous, voilà, ils te cassent la vitre, ils te lancent des grenades. Les gens, ils racontent, là, j'ai vu le reportage à ce sujet-là, les parents, ils sont choqués, ils sont terrifiés, les gosses maintenant n'arrivent plus à dormir la nuit, ils sont traumatisés, et le petit frère, voilà, il s'est fait brûler, enfin. Ouais, Et pareil, il y aura pas de sur le pied, voilà. faut imaginer. Et il y y aura pas de conséquences légales pour les personnes qui ont fait ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y aura pas d'inculpation. L'impunité la plus totale. Donc, et voilà, non, et en fait, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que ce sont pas des affaires isolées. On est vraiment dans un contexte où la police aux États-Unis fait absolument tout ce qu'elle veut. Et c'est un sujet qui allait immanquablement revenir sur la table. Et là, le sujet n'a même pas eu le temps de quitter la table. C'est toujours vraiment d'actualité. Ouais, c'est continuel. Et du coup, suite à ça, il y a eu des nouvelles émeutes, enfin des nouvelles manifestations. Les gens ont fait pression. Enfin, ils en peuvent plus, les Américains. Ce qui est intéressant, c'est que au-delà de ça, il y a eu des réactions aussi politiques. Rand Paul, bon, on en parlera un peu plus tard dans l'émission, mais Rand Paul, suite à l'affaire d'Eric Garner, a dénoncé les taxes sur la cigarette. Il a dit qu'elles étaient en partie responsables de la mort d'Eric Garner. Gros scandale. Il y a plein de progressistes qui ont répondu, mais non, les taxes ça a rien à voir. C'est purement et bêtement de la brutalité policière. Mais c'est pas ce qu'a dit Rand Paul. Rand Paul, il a pas dit là, que... justement, ce serait intéressant, tout à fait, de revenir sur le contexte dans lequel ça se fait. C'est-à-dire que quand on a des raids qui sont faits chez les mauvaises personnes et qu'on a des grenades lacrymo qui partent dans tous les sens chez les mauvaises personnes, on est tout à fait en droit de dire c'est parce que on a toutes les lois sur la drogue qui font que on va frapper chez n'importe qui, on va mettre des pouvoirs absolument ridicules dans les mains de la police, on va armer la police, on va dire à la police qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Donc on se retrouve avec ce genre de cas de figure. Et là, et voilà, et dans le cas d'Eric Garner, New York, la mairie de New York a mis en place une taxe très élevée sur les cigarettes, donc forcément ça allait créer un marché noir. Voilà. Et en plus de ça, le gouverneur de l'État de New York, en mai dernier, il a créé une strike force, vraiment des policiers armés, équipés, qui s'occupent précisément du marché noir des cigarettes. Donc aller embêter et agresser les pauvres gens qui vendent des cigarettes, c'est-à-dire que c'est prévu pour ça. Donc ça crée les circonstances où ça veut dire c'est pas anodin. Oui, il y a de la brutalité policière, c'est la conséquence directe, mais pourquoi il y a autant de brutalité policière? Parce qu'il y a toutes ces lois, soit de prohibition, soit de prohibition light, qui inévitablement mènent à des situations comme ça. On crée des lois qui réglementent le moindre aspect de nos vies quotidiennes, on donne à la police les pouvoirs d'appliquer ces lois, forcément on a des situations comme ça qui ont lieu. Voilà, mais c'est exactement c'est exactement la même logique. Moi ça me surprend que ces personnes, justement, à gauche il n'y a pas ce lien qui se crée, parce que quand on parle des problèmes, je sais pas moi, de délinquance, et que on a la droite qui dit c'est la faute aux immigrés, et que la gauche ramène un peu les questions de contexte économique, de régulation qui les empêche d'intégrer le marché du travail. Ils font un très bon travail là-dessus et ils expliquent vraiment en détail le contexte qui favorise l'apparition de cette délinquance. Et là, c'est exactement point pour point la même logique qui est reprise et qui dit oui, mais les taxes jouent exactement le même rôle. Et les taxes, voilà. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est quelque chose qui est absolument pas nouveau, cette question de la taxe sur les cigarettes, parce que même Milton Friedman, quand il faisait ses interventions télévisées et tout, en parlait déjà à l'époque, où il parlait de la taxe sur la cigarette qui était propre à New York et qui importait toute une contrebande des États voisins. Et ça, moi je m'en souviens très clairement, donc c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau là-dessus. Et les réactions, moi, j'ai écrit un article en fait à ce propos sur Contrepoint, je vous invite à aller le lire. On mettra le lien. Et surtout, allez voir encore plus intéressant les commentaires. C'est-à-dire que moi je me dis, on peut pas le soutenir ce qui arrive, c'est juste tellement hallucinant et injuste. Je veux dire, comment on pourrait soutenir ce genre de choses? Mais non, j'en trouve quelques-uns qui sur Facebook et en commentaire de l'article me disent, mais non, vous vous rendez pas compte, ce qu'il a fait c'est illégal, il a mérité ce qu'il a fait, il avait qu'à pas vendre des cigarettes sur le marché noir. Mais de quoi on parle? Enfin, c'est juste hallucinant. C'est ça. Je veux dire, si quelqu'un qui vend des cigarettes sur le marché noir mérite de se faire tuer, quelqu'un qui est en excès de vitesse, faut le pendre, la tête en bas. À chaque fois que vous traversez la route en dehors des passages piétons, est-ce qu'on doit vous mettre un coup de crosse? C'est juste hallucinant, Et les mecs justifient ça comme ça. C'est des mecs de droite très, très souvent. C'est très, tu sais, law and order. Vraiment, la loi, c'est la loi. Et tu respectes pas, boum, tu te prends. Oui, et les mêmes qui après vont se plaindre parce qu'ils ont reçu un ticket pour excès de vitesse.
Non, ouais, c'est hallucinant. Et ces gens-là, j'espère et je leur souhaite qu'ils ne brisent jamais aucune loi, c'est-à-dire qu'ils respectent la loi à la règle à 100%. Hein. Alors ça, je leur souhaite, parce que sinon ils méritent la peine de mort, comme le Eric Garner. Et ça serait justifié parce que ils avaient qu'à pas enfreindre la loi. Ils n'avaient qu'à pas enfreindre la loi. Et après le coup, oui, effectivement, il n'y a pas de procès. Je veux dire, la police qui a fait ça. Oui, non, je voulais dire sans procès pour Eric Garner. C'est Eric Garner, il a eu le droit à la peine de mort sans procès. Voilà, et en plus en conséquence, après coup en plus, bah il y a même pas de procès après coup pour la police. Qui légitime là, qui dit oui, en fait Eric Garner il méritait ce qu'il a eu et circulaire rien à voir. Voilà, et je veux dire, ce genre de commentaires, moi ça me rend dingue. Je veux dire, comment tu peux justifier des trucs pareils? Après, moi j'ai envie de regarder un peu le verre à moitié plein. C'est intéressant que ça arrive. Enfin, c'est dommage, mais comment dire, les politiques ont leur résilience et leur difficulté à s'adapter. Donc, qu'il y ait autant d'affaires de ce genre aussi médiatiques aux États-Unis, j'ai envie de regarder un peu les choses à moitié plein, le verre à moitié plein, et de dire bon, ça va peut-être enfin pousser une certaine volonté de réforme là-dessus. Moi, c'est quelque chose vraiment que j'espère que les candidats, on a les élections bientôt là en 2016, mais même rien que maintenant, assez rapidement, ça puisse engager une réelle discussion là-dessus. Ça a commencé très légèrement. Il y a Hillary, Obama et d'autres qui ont dit oui, ce genre d'événement ternit l'image de la police et il faut faire attention pour établir la confiance entre les communautés et la police. Il faut agir dans ce sens-là. Donc tout doucement, très légèrement, ils commencent à un peu avoir le problème et on peut, comme tu le dis, espérer que c'est des changements. J'ai un peu du mal à y croire, mais disons oui, voyons le verre à moitié plein. Les gens quand même commencent à se rebeller et commencent à se rendre compte du phénomène. On peut espérer du changement, ouais. Mais voilà, non mais c'est ça, c'est exactement là où je veux en venir. C'est-à-dire que au niveau du public, il y a réellement une prise de conscience. J'irais peut-être pas m'avancer là-dessus, mais enfin, le sujet est sur la table. Et ça a permis, le fait que quelqu'un comme John Oliver, donc qui a un talk show aux États-Unis, qui est très vu et tout, parle après les affaires de Ferguson de la militarisation de la police et de toutes les questions de la guerre contre la drogue. Enfin, le sujet il est sur la table et on peut pas dire aujourd'hui. Comment dire, on peut pas juste balayer et mettre ça sous le tapis. Le sujet est sur la table, donc je pense que c'est une bonne chose au moins. C'est dommage qu'il ait fallu en arriver là. Et c'est un peu comme nous, enfin je vois en Irlande où on aura je pense l'occasion d'en reparler. On a l'avortement est illégal et à chaque fois qu'il y a un nouveau décès parce qu'une femme n'a pas eu accès à l'avortement, c'est triste, mais c'est dans les premières pages des journaux et à chaque fois les politiques ils ont du mal à justifier une telle restriction. Donc moi si tu veux je le regarde un peu sous cet angle. À chaque fois qu'il y a un nouveau gosse qui se mange une grenade dans la tronche, c'est triste, mais les politiques ils vont pas de bonne volonté engager des réformes. Donc c'est triste qu'il faille en arriver là, mais au moins le sujet il est sur la table. J'aurais préféré que le sujet il ait jamais existé sur la table, base, voilà, mais... et qu'il ait jamais existé, ou alors qu'on en ait parlé bien avant. Mais au moins je regarde voilà, c'est mon côté optimiste. Je regarde le sujet, on en parle, et c'est toujours bien au moins qu'on en parle un peu. C'est sûr. Donc j'ai malheureusement envie de dire c'est tout pour aujourd'hui là-dessus, mais on aura l'occasion, aura malheureusement, je sens l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines. J'en ai bien peur. Croyez-moi, j'aimerais bien qu'on parle, on fasse plus de sujets sur les petits oiseaux qui chantent. Cette semaine, on voulait aussi parler d'un sujet très différent. Très différent, tout à fait. En Angleterre, donc plus proche de chez nous au Royaume-Uni, et c'est alors pour ceux qui suivent un peu, c'est pas quelque chose vraiment de nouveau, hein, mais la question du porno au Royaume-Uni. Puisque donc là, si tu veux un peu, pareil, c'est toi qui a un peu, comment dire, trouvé, qui est tombé sur l'affaire. Donc si tu veux nous résumer un petit peu la situation. Ouais, donc la semaine dernière, il y a un amendement qui est passé au Royaume-Uni qui va censurer, c'est-à-dire qu'avant les DVD étaient censurés, maintenant ça passe aussi au site en ligne, le porno, mais certaines pratiques du porno britannique. Par exemple, les fessées, les fouets, l'éjaculation féminine et d'autres choses comme ça, que ce soit consentant ou non, que ce soit cohérent ou non, en tout cas ça sera interdit en Angleterre sur le porno en ligne. Oui, peut-être juste petite précision. Alors on parle bien de porno, donc quand tu dis que ce soit consentant ou non, à l'écran, c'est-à-dire que,
des fois, bon, surtout ce qui est porno, il peut y avoir des gens qui ont des fantasmes un peu bizarres, et on va avoir comment dire, des catégories de porno un peu hardcore où les gens ont pas forcément l'air d'être d'accord ou autre, mais c'est du cinéma. Tout comme à côté, on a des films de guerre. Où les gens ils ont pas forcément l'air d'être trop consentants pour se tirer dessus. Enfin, quand on parle de consentement ou autre, bien entendu, on parle des acteurs à la base. Voilà, on parle bien sûr de quelque chose qui est filmé, qui est à l'écran. Voilà, et ça c'est des pratiques comme ça qui sont interdites. Alors, ça pose plein de questions. Déjà, c'est liberticide parce que évidemment, liberté d'expression, c'est de la censure. Ça pose des questions de sexisme. Pourquoi l'éjaculation féminine est interdite et pas l'éjaculation masculine? L'une est plus propre que l'autre. L'une il faut la cacher, l'autre c'est parfaitement d'accord et on peut faire ce qu'on veut. Enfin, j'arrive pas à comprendre. Bah déjà, oui, ça pose la question de, c'est pourquoi et pas B, parce que là-dessus. Voilà, il y a aucune cohérence là-dedans. Enfin, il y a vraiment aucune cohérence. Et puis au-delà de ça, c'est juste débile puisque le porno en ligne, bah c'est mondialisé, c'est international, et qui censure les sites anglais, les gens iront à l'étranger. Enfin voilà, c'est vraiment de A à Z cette loi est juste voilà hallucinante. Peut-être juste préciser, quand tu dis les gens iront à l'étranger, encore une fois on parle de porno en ligne, donc oui. C'est-à-dire concrètement au lieu d'aller sur un site en .co.uk, ils iront sur un site .com. Ils iront sur donc, un .cz, ils iront sur un peu importe. Ouais, voilà, ouais. Ce qui montre aussi à quel point on parle de restrictions qui sont tout à fait, des restrictions qui n'ont pas de sens, parce que comme à chaque fois qu'on dit on va filtrer Internet. En réalité, il suffit de changer le nom de domaine, voilà, ça mène à rien. Ça mène vraiment à rien. Et donc ouais, on en parlait pendant la préparation. Ouais. Au-delà de ça, c'est très révélateur de la cause des femmes, dire le féminisme. C'est très intéressant, oui. Voilà. Alors non pas pour des questions techniques, c'est ça qui est, c'est pas juste la question de les précédentes affaires de porno en Angleterre, c'était des débats relativement techniques sur couper l'accès par rapport à Internet et tout. Mais là, c'est vraiment pas une question technique. Oui. Donc ouais, vas-y. Donc oui, non, c'est assez révélateur. Beaucoup de féministes s'appuient sur l'État pour demander plus d'égalité, pour demander la fin des discriminations, mais là on voit bien c'est l'inverse même. Ça crée des discriminations. C'est-à-dire que ces lois là qu'ils ont mis en œuvre pour la censure du porno en ligne, c'est pas les travailleuses du sexe qui l'ont demandé. Et à l'inverse même, quand cette loi est passée, ça a créé un énorme scandale en Angleterre. Toutes les travailleuses du sexe, donc on a posé la question, il y a des interviews, elles sont toutes choquées, elles trouvent tout ça scandaleux. Elles ont jamais demandé des lois pareilles et au contraire ça va les gêner, ça va les empêcher dans leur boulot. C'est sexiste, comme on l'a dit. Enfin, il y a des pratiques masculines qui sont pas interdites et dès que c'est féminin, c'est interdit. Je veux dire, ces lois-là, c'est purement, voilà, c'est du sexisme. Mais là, c'est pas du sexisme par la pression sociale, pas du sexisme spontané, si on pourrait dire. C'est du sexisme. On utilise la force de l'État pour, au contraire, contraindre. C'est du sexisme appliqué avec la violence de l'État. Et oui, juste pour rebondir sur un petit détail dans ce que tu as dit par rapport les féministes sur le sujet, il n'y a que une frange très radicale et très perdue, on va dire, dans des considérations abstraites et théoriques anticapitalistes qui s'opposent à ce genre de choses. Concrètement, si tu interroges 10 féministes dans la rue, t'en as 9 qui vont te dire non mais c'est quoi cette idée d'interdire le porno? Je pense que là-dessus, faut être vraiment très clair. Il y a même un terme, il y a même un acronyme qui est utilisé pour désigner les féministes qui combattent les droits des femmes sur les questions de sexe. Et là-dessus, je pense que vraiment, si on regarde le féminisme mainstream entre guillemets, non, moi je il y a que les ultra radicales qui vont dire au nom du combat contre le capitalisme qu'il faut interdire le porno, ce genre de choses, mais l'immense majorité des féministes là-dessus sont très clairs. Ils disent non mais c'est quoi cette idée que une bande de vieux blancs dans le Parlement va nous dicter quelle doit être notre conduite. Ah ouais. Voilà. Et c'est encore une fois, l'État. Et ce qui va à l'encontre, ça va à l'encontre de ce que les femmes du milieu demandent. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas une demande qui venait d'elles, tout ça. Vraiment, elles ont réagi par rapport à ça, elles ont été choquées. Là, j'ai des réactions sous les yeux, voilà, elles sont toutes scandalisées. Pourquoi on interdit ce genre de choses? Enfin, ça ne fait vraiment aucun sens, il y a même aucune cohérence dans ce qui est interdit. C'est juste comme tu disais, c'est des vieux blancs parlementaires, des vieux politiciens qui sont choqués, puritains par des petites pratiques qu'ils apprécient pas et ils les bannissent. Mais voilà, c'est juste hallucinant. Et oui, il faut juste peut-être replacer dans le contexte politique. Aujourd'hui, ce sont surtout les conservateurs qui sont en position de force politiquement au Royaume-Uni.
Donc c'est quelque chose. Oui, J'ai envie de dire, quand on demande à des vieux conservateurs qui sont pour l'immense majorité des hommes de faire passer des lois sur les pratiques sexuelles, faut s'attendre, faut se dire, il y a anguille sous roche. Et c'est vrai que c'est encore une fois, c'est triste, mais c'est intéressant de voir que l'État n'est absolument pas un outil de protection, mais encore une fois, c'est un outil d'oppression. D'asservissement et d'oppression. Et ce mouvement-là, cette loi-là qui est passée la semaine dernière, c'est pas juste un épisode comme ça, c'est pas juste anecdotique, ça fait partie d'un mouvement de plus long terme de censure sur Internet. Comme on en parlait pendant la préparation, l'année dernière, il y avait une loi proposée par David Cameron qui proposait que les sites porno soient bloqués par défaut. C'est ça, hein? Voilà, c'était ça l'idée. Alors donc pour remettre, c'est pour ça que je disais que je voulais pas trop partir dans comment dire, une discussion technique, mais en fait très simplement dans l'idée, c'était de dire que le porno soit interdit, sauf si tu décroches ton téléphone et que tu appelles oui bonjour, alors l'équivalent de Orange anglais, que tu dises oui bonjour monsieur service technique Orange, je veux que vous désactiviez le filtre porno, donc c'était un peu un côté dissuasif, l'état de nounou pur et simple, hein, pour dire ah mais non, le porno c'est mal, donc faut pas que vous regardiez. Et aussi le contexte dans lequel on est en Angleterre aussi, il faut regarder la question du travail du sexe, où il y a des réelles discussions très sérieuses pour si ce n'est bannir, restreindre très fortement, contraindre de façon très forte le cadre dans lequel vivent les travailleurs du sexe, et vraiment pas bannir la prostitution, parce que aucun pays n'a réussi à le faire, c'est pas possible, mais il y a cette volonté réelle de dire ah non, la femme c'est un objet très très puritain, alors il faut que ce soit fait dans le cadre de la Bible. Alors c'est pas, ils disent pas ça comme ça, mais c'est faut quand même être très aveugle pour ne pas voir derrière cette idée de ça correspond pas à ce que gentil Dieu il voulait, donc on va interdire. Il y a ce mouvement-là, et puis c'est aussi dans un mouvement aussi plus large de censure d'Internet. Le Royaume-Uni, depuis des dernières années, ont passé pas mal de lois qui donnent de grands pouvoirs aux services de censure britanniques pour censurer Internet. C'est-à-dire, les critères sur lesquels les sites peuvent être censurés sont très larges et sont à l'appréciation de ces organismes qui sont chargés de la censure. Ce qui donne en conséquence, ça va, ces lois-là, elles vont bien au-delà de leur objet prétendu. Voilà. Oui. Ils ont comme objectif prétendument de interdire telle et telle pratique sexuelle. Concrètement, les critères sont complètement arbitraires et ça peut être utilisé pour une censure de presque tout et n'importe quoi en fait. Et oui, et surtout ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que la question du visionnage du porno en ligne, ça tombe sous le droit de la liberté d'expression. Même si ça paraît un peu bizarre dit comme ça, concrètement, c'est quoi ? C'est la question de la liberté d'expression. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la liberté d'expression, contrairement à ce qu'on s'imagine, c'est pas juste poser un tabouret dans la rue et lire des paragraphes d'un bouquin. Ça va bien au-delà. Tout ce qui circule sur Internet, c'est la question de la liberté d'expression, et on se rend compte que limiter la liberté d'expression a des conséquences qui vont bien au-delà de juste ce qu'on s'imagine être la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'on restreint la liberté d'expression, mais qu'est-ce qu'on fait ? On met des gens au chômage, on va mettre des femmes qui sont faut regarder les choses en face. Dans le monde du porno, c'est pas le monde des bisounours. Il y a beaucoup de femmes qui font ça plus par nécessité économique. Elles vont descendre encore d'un cran et elles vont les faire des choses encore plus. Elles vont descendre encore plus bas dans des choses qu'elles voulaient pas faire. Ça limiter la liberté d'expression a des conséquences qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer au premier abord. Et moi, je pense que c'est vraiment intéressant là-dessus de voir que c'est pas anodin. Tout à fait. Voilà, et c'est quelque chose aux États-Unis sur lesquels les think tanks sont très en pointe. Vraiment, cette idée de dire, regardez, la liberté d'expression, c'est pas juste de se tenir debout sur un tabouret dans la rue. Ça va beaucoup plus loin que ça. Internet, c'est une question de liberté d'expression, et enfermer ça, ça a des répercussions sur les libertés sexuelles. Contrairement, même si ça paraît pas évident, oui, mais on enfreint la liberté d'expression, on enfreint la liberté sexuelle aussi derrière. Des femmes spécifiquement en l'occurrence. Et à ce niveau-là, le Royaume-Uni, c'est peut-être un des pires pays à ce niveau-là en Europe ou parmi les pays développés. Aux États-Unis,
États-Unis et en France, bon, en France c'est encore différent, on a encore eu des lois qui sont passées sur le terrorisme il y a pas très longtemps. En tout cas aux États-Unis, c'est beaucoup mieux protégé, ce genre de choses. Royaume-Uni, c'est complètement agressif, je veux dire, c'est les pires dans la censure. Chaque année, ils pondent des nouvelles lois qui sur tel ou tel critère, enfin, c'est un mouvement qui fait assez peur. Ouais. Oui, bah aux États-Unis, comment dire, il y a une plus grande fédéralisation là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a vraiment d'un État à l'autre des différences très importantes. C'est-à-dire que si on parle des États-Unis de façon générale, sur cette question, il y a relativement peu de restrictions. Par contre, après, tu vas d'un État à l'autre, tu as vraiment comment dire, tu as vraiment des règles très différentes. Donc j'ai envie de dire, oui, tu as raison de façon globale, mais il faudrait regarder un petit peu plus, là aussi, hein, en interne, d'un État à l'autre, on va avoir des situations très contrastées. Tout à fait. Voilà, et pour conclure, on reprenait un petit peu comment dire, dans la liste des questions qui m'avaient déjà été posées auparavant, parce que tu voulais revenir, Edouard, sur une des questions j'avais déjà traitées. Ouais, donc il y a une question très intéressante, je vais la lire. Hein. Comment as-tu trouvé le Times sur Rand Paul ? N'as-tu pas peur de son petit côté néoconservateur, sans encore avoir à séduire le républicain lambda, ou le soutiendras-tu quand même ? Et moi je trouvais intéressant parce que tu l'avais évoqué pour la question de la mort d'Eric Garner, c'est-à-dire que ça a été un peu remis au goût du jour. Enfin, il a intervenu récemment beaucoup dans les médias, donc comment est-ce que nous, toi et moi, en tant que libertariens, comment est-ce qu'on perçoit Rand Paul ? Moi, je trouve que c'est une très bonne question. Ouais, je suis assez partagé en fait sur lui, mais de manière générale, j'ai tendance à être plutôt optimiste et positif par rapport à ce qu'il fait. Évidemment, il est bien moins bon que son père Ron Paul, qui était vraiment génial. Il osait et il était assez cohérent dans ce qu'il disait. Il était vraiment intéressant. Rand Paul est beaucoup plus mitigé sur beaucoup de sujets. J'ai un peu de mal avec ce qu'il dit en politique étrangère, en politique des drogues, ce genre de choses. Soit il est très mitigé, soit même il va dans le sens contraire. Mais quand même, si on prend un peu de recul, il a dit quand même beaucoup de choses super, tant au niveau de la liberté d'expression que de la surveillance, que des interventions à l'étranger. En fin de compte, il est beaucoup moins pire que d'autres de ses camarades du Parti républicain. Au niveau de l'immigration, là encore une fois on l'a vu dans cette affaire-là, c'est lui qui a dénoncé ces hautes taxes qui créent les marchés noirs. Donc il y a beaucoup de choses comme ça où très régulièrement, moi je suis très content de ce qu'il fait et de ce qu'il dit. Il pousse dans le bon sens, quoi. Ça va pas, c'est pas assez fort. À notre goût, on pourrait souhaiter qu'il aille plus loin, mais très souvent ça va dans le bon sens. Et surtout quand on compare avec les autres gugus, tant du Parti républicain que les démocrates qu'on a en face, Hillary Clinton, c'est juste beaucoup mieux. Je veux dire, il y a un monde. Non mais tout à fait, c'est-à-dire que si on veut se la jouer pure et dure du côté de notre petit nuage philosophique avec nos bouquins et compagnie, le jugement va être très dur. Maintenant, si on replace, très clairement, si on replace le contexte dans lequel aujourd'hui Rand Paul évolue, c'est difficile de pas l'aimer. Je pense que c'est ça un peu le truc, c'est-à-dire que si on se la joue absolutiste, effectivement, il y a des grosses critiques à émettre sur ce qu'il dit. Si on vraiment le prend isolément et si on regarde ce qu'il dit, maintenant, si on regarde la réalité politique des États-Unis aujourd'hui, et si on regarde ce qu'il dit, c'est quand même très intéressant, et vraiment ça change. Moi j'ajouterais peut-être juste une chose, Rand Paul, je le regarde pas comme un libertarien, entre guillemets. Pour moi, c'est un républicain qui penche vers son côté libertarien. C'est-à-dire que Rand Paul, c'était l'inverse. Son père, c'était un libertarien qui penchait un peu du côté républicain. Moi, je vois la chose de façon inverse. Et c'est peut-être ce qui me permet aussi d'être un peu plus optimiste là-dessus, parce que pour moi, Rand Paul, c'est un républicain. Mais c'est pas un républicain néocon, comme on dit. C'est vraiment un gars, on peut critiquer plein de choses, mais il en a dans la caboche. Et moi, ce qui m'intéresse chez lui, alors là, je vais me faire taper dessus, c'est peut-être mon côté gaucho socio-démocrate qui se réveille, mais c'est quelqu'un qui est dans la recherche de compromis. Je l'avais vu dans une interview avec Bill Maher, et toutes les 5 minutes, c'était j'essaye de voir où est-ce qu'on peut trouver un point de commun accord. Sur des questions, de climat, sur les questions de tout ce que tu veux, et à chaque fois il dit où est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente. Et je pense que c'est intéressant parce que il y a des sujets sur lesquels républicains et démocrates pourraient là-dessus avancer. Enfin, les réformes sur l'immigration, les réformes sur la question des drogues, sur les questions de liberté civile, sur les questions de corporatisme économique. Au final, il y a quand même moyen de les faire asseoir autour d'une table. Et de pondre pas de changer la face du monde, mais réussir à remettre un peu de sens dans des politiques américaines qui sont parties complètement en vrille sur les 20 dernières années.
on peut le critiquer là-dessus, on peut dire non, le compromis, voilà, encore une fois, on peut être absolutiste et oui, c'est critiquable, mais en fin de compte, et je trouve que je suis d'accord, je te rejoins là-dessus, ça va dans le bon sens, quoi. Dire, Ron Paul était très bien au niveau des idées. Moi, je trouve que c'est un peu comme ça que je suis devenu libéral, c'est un peu grâce à lui, ses discours, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'Américains, mais c'était vraiment purement au niveau des idées. Rand, c'est un positionnement très différent. C'est-à-dire que lui, c'est un vrai politicien, on va pas se cacher. C'est un politicien qui veut entrer dans le jeu, qui joue le jeu du Parti républicain et de la politique américaine, mais qui, tout en jouant à ce jeu et en y réussissant pas mal, arrive à pousser dans le bon sens. Et en cela, moi, je le respecte beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi quelqu'un qui a, comment dire, c'est un homme de principe. C'est-à-dire qu'après, je pense qu'on peut, s'il y a des désaccords, ça va être des désaccords de fond, sur comment dire, sur les positions préliminaires qu'il va avancer. C'est-à-dire, et quand il parle, souvent il dit, bah, je crois que X, donc sur ce sujet, je vais dire Y. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup manqué en termes politiques ces dernières années. Il dit pas juste je suis républicain donc je pense X. Il dit bah je pense que voilà mon comment dire mon positionnement idéologique là-dessus. Donc sur cette question particulière, je vais penser ça. Et je pense que c'est pas forcément la ligne du parti. Voilà, il n'est pas juste dans à agiter, comment dire. Et encore une fois, on peut ne pas être d'accord avec ses arguments de départ, mais c'est quelqu'un, il déduit ses positions d'arguments de départ, comment dire, de fondement idéologique. Et après, je pense que ça c'est vraiment intéressant, c'est qu'on a quelqu'un qui a des idées, qui essaye d'appliquer ses idées. Et j'aimerais qu'il y ait des gens un peu plus comme lui aussi du côté. Et il y a aussi des gens comme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des gens comme lui du côté démocrate. Il y a des gens du côté démocrate qui travaillent avec lui sur la question des drogues, sur la question de l'immigration, qui veulent vraiment avec lui établir des ponts et dire bon les gars, on a fait assez de conneries. Là, faut vraiment qu'on s'assoie et qu'on discute. Et c'est vraiment un personnage à suivre. Il est très populaire au sein du Parti républicain. Il va concourir aux primaires républicaines. Vraiment, c'est à suivre. Je veux dire, moi, je vais suivre sa campagne avec beaucoup d'intérêt. Et aussi, peut-être, je pense, dernier point. Là, on va vraiment nous accuser de lui lécher les bottes. Mais dernier point à noter, il faut regarder aussi son adversaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à ma connaissance, son adversaire le plus crédible, c'est Hillary Clinton. Ouais. Et Hillary Clinton, c'est entre guillemets la plus à droite de la gauche. Non, ouais, elle est catastrophique à tout point de vue. Moi. Manuel Valls à côté, c'est Mélenchon. Ouais, à tout point de vue, je veux dire, autant des libertés économiques que libertés civiles, que interventionnisme militaire à l'étranger, c'est du néoconservatisme à l'étranger, c'est du dirigisme en politique économique, c'est catastrophique de A à Z. Je veux dire, j'ai du mal à trouver une seule position avec laquelle je suis d'accord avec elle. Enfin, c'est vraiment. Ouais, voilà. Et moi, je me souviens même d'un sénateur républicain qui disait, bah, moi, je vote souvent comme Hillary Clinton parce que c'est quelqu'un, je me retrouve dans ses idées. Là, enfin, ça veut tout dire. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, non, c'est. Encore une fois, je pense qu'on va nous accuser un peu de lui lécher les bottes, mais dans le contexte de la politique actuelle aux États-Unis, enfin, c'est pas parfait, mais voilà, ça, c'est un brin d'air, quoi. Il va dans le bon sens. C'est un brin d'air. Donc voilà, c'était notre 5e épisode pour notre nouveau podcast Free Lunch. On vous remercie tous de nous suivre fidèlement. Et donc comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à nous retrouver sur lefrenchlibertarien.fr. Vous pouvez vous abonner et vous pouvez aussi me retrouver. Vous pouvez nous poser des questions sur ask.fm, le lien est dans la description. Et s'il y a des questions qu'on trouve intéressantes, on essaiera un peu de prendre le temps d'y répondre la prochaine fois. À la semaine prochaine. Merci à tous, au revoir.